Le 13 avril 1912, le premier ministre Whitney développe devant les députés la nouvelle politique de gouvernement en fait d'éducation. 2 mois plus tard, une circulaire d'instruction numéro 17, devenue loi, est émise par le gouvernement ontarien. Dans les écoles bilingues, l'enseignement de l'anglais commence dès l'entrée du bambin à l'école. Cependant, les communications entre instituteurs et élèves pourront se faire en français si l'enfant ne comprend pas l'anglais, mais pour se familiariser avec cette langue, il devra suivre des cours spéciaux. Cette concession est permise pendant 1, 2 ou peut-être 3 ans. Après cette période, les leçons en français seront limitées à 1 heure par jour et les communications entre instituteurs et élèves se feront toujours en anglais. De plus, 2 personnes seront chargées de la mise sur pied du règlement 17. Un inspecteur surveillant de langue anglaise et un inspecteur tout court pour le français. Ce dernier est sous l'autorité du premier, donc sans pouvoir réel. Avant la mise en application du règlement 17, au milieu du 19e siècle, même si le français était encore considéré comme langue officielle, on en permettait l'enseignement seulement si les parents en faisaient la demande et habitaient dans une localité complètement francophone. Au début du 20e siècle, les choses se compliquent. Le gouvernement de l'Ontario déclare que l'enseignement devait être fait seulement en anglais. Les seules écoles qui n'étaient pas obligées à se conformer regroupaient que les écoles de niveau primaire. L'enseignement du français n'était pas toléré dans les écoles secondaires. Le règlement 17 provoque de vives réactions. Le Conseil des écoles séparées, qui est directement impliqué dans le conflit, ne demeure pas indifférent à la situation. La création du journal est un moyen de revendication directe à l'application du règlement 17. Avec une population franco-catholique toujours grandissante en Ontario et avec la naissance de la vague anti-française, les franco-ontariens se voient menacés. Les congrès et les réunions se multiplient et la résistance se forme. 2 résolutions sont à la base de cette coalition. D'abord, la création de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, l'ACFO en 1910, qui a pour but premier de défendre les droits des franco-catholiques, puis la fondation d'un journal hebdomadaire catholique et indépendant de tout parti politique. L'ACFO et le droit existent toujours aujourd'hui et poursuivent avec détermination leur lutte pour la survie du français. Malgré le peu d'argent disponible, le père au blanc, Charles Charlebois, le fondateur du journal, aidé bien sûr de ses compatriotes, juge qu'il est essentiel de bâtir un quotidien pour défendre les droits des catholiques français de l'Ontario contre l'évidente assimilation anglophone. C'est en 1912 que l'on fonde la société éditrice du futur journal, la Société d'œuvres sociales. Avec un aussi maigre budget d'un peu plus de 6 000 $, on aménage dans un local aussi modeste que le budget, au-dessus d'un garage sur la rue York à Ottawa. C'est le 27 mars 1913 que la première publication du journal Le Droit vient au monde. Une édition de 6 pages, donc sur laquelle on pouvait lire en première page la devise « Certantibus futura », l'avenir est à ceux qui luttent, avec comme symbole l'aigle, le plus fort des oiseaux, traduisant ainsi la ténacité des francophones catholiques de l'Ontario. La situation financière du journal souffre et les moyens sont rares. Le père Charlebois ne manque pas de mendier chez quelques curés pour assurer le salaire des employés. Mais leur générosité ne suffit pas. Le marché francophone en Ontario est limité. On doit donc se tourner du côté québécois pour recruter des abonnés. On manque déjà d'espace. Le journal connaît son premier déménagement dans un immeuble à l'intersection des rues Dalhousie et Georges. On fait l'acquisition de Presse Euro, ce qui augmente le tirage à 7000 copies. Le 1er juin 1927, Le Droit connaît sa première grève. Une grève de sympathie, dit-on, puisqu'il fallait suivre les ordres d'un puissant syndicat américain pour épauler les autres ateliers. Bien sûr, un sérieux dilemme s'impose.
mettre en péril la vie du journal, outil de pression pour les Franco-Ontariens, aux dépens des présumés coupables, ou alors défier le mouvement gréviste. Seulement voilà, le père Charlebois ordonne à Eugène Baudry, seul à bien connaître la machinerie et surtout la vieille presse, de traverser la ligne de piquetage et de braver ainsi la grève. Peu de temps après la grève, le syndicat catholique naît au sein du Quotidien. La situation est toujours précaire, mais on réussit malgré tout à augmenter le tirage à 13 000 copies. Des changements importants voient le jour. Le droit doit alors se moderniser pour demeurer dans la course. L'acharnement des Franco-Ontariens par le biais du journal à faire obstruction au règlement 17 porte fruit. 15 ans après son apparition, le règlement est remis en question. Une commission d'enquête, nommée en 1925, sur les écoles bilingues, instituée par le gouvernement de l'Ontario, admet que le français est aussi important dans les écoles bilingues que l'enseignement de l'anglais. En septembre 1927, le rapport tenant ces propos est approuvé par le gouvernement de l'Ontario et l'odieux règlement 17 est supprimé. C'est à l'honorable Howard Ferguson, premier ministre conservateur de l'Ontario, à qui l'on doit l'abrogation du règlement 17 de la législation scolaire ontarienne. En 1930, le fondateur du journal, le père Charlebois, quitte le journal après 17 années de dévouement. Les pères aux Blancs qui sont employés laissent leur place et le droit devient entièrement laïque. Cependant, les Oblats en demeurent les propriétaires. C'est en 1937 que le journal embauche de façon permanente son premier caricaturiste, Robert Lapalme. De Daigneault en passant par McHale jusqu'à Badeau en 1981. Le problème au début, quand je suis arrivé au droit, le problème, c'est que je connaissais pas tellement la région. Puis là, tous les acronymes, c'était assez compliqué. Puis il faut dire qu'à l'époque, le journal appartenait aux Oblats. Fait que ça limitait un peu, en tout cas, pas toute la marge de manœuvre que j'ai aujourd'hui. Avec l'expansion du journal, on manque encore une fois d'espace. Cette fois, c'est au 98 rue Georges que l'on installe les locaux. En 1942, la station radiophonique CKCH, fondée en 1933, devient la propriété du droit, plus précisément de la société éditrice du journal, le syndicat d'œuvres sociales limité. Bon compagnon de bataille pour la langue française que d'avoir comme associé un poste de radio, et cette union va durer. Ces deux médias avaient en commun la défense de la cause franco-ontarienne. Au cours de 1942, d'importants changements se produisent au niveau du syndicat du journal. Jusqu'à cette année, le syndicat comptait parmi ses membres les imprimeurs seulement. Le nombre de ses membres va augmenter puisque les autres employés sont désormais, eux aussi, membres du syndicat catholique. Les employés de la salle de rédaction, tant qu'à eux, formeront en 1950 seulement le syndicat des journalistes. En 1948, on célèbre les 35 années d'existence du journal Le Droit. Le tirage augmente et frôle les 30 000 copies, avec un nombre de pages publiées variant de 12 à 16. Il n'y a pas que le tirage qui augmente, mais le nombre d'employés, les conditions de travail et les salaires aussi. En plus, un autre déménagement. On retourne à l'ancienne adresse, dans l'immeuble voisin cette fois, aux deux intersections de Georges et d'Alousie, dans des locaux beaucoup plus spacieux. Le droit entreprend une nouvelle aventure. La publication d'un nouveau supplément voit le jour, et pas n'importe quelle sorte de publication, en couleur, s'il vous plaît. C'est l'Hebdo-Revue. Le droit traverse un règne de prospérité. On construit un nouvel édifice sur la rue Rideau, un des plus modernes au Canada dans son genre. Jean-Robert Bélanger, qui a consacré plus de 42 ans de sa vie au droit, nous explique. C'était en 1955, quand le journal a déménagé sur la rue Rideau, où les locaux étaient beaucoup plus grands. On avait un équipement ayant une plus grande capacité d'impression. Alors, à ce moment-là, le journal a commencé à prendre une expansion assez rapide.
Augmentation du personnel, augmentation du nombre de journalistes, augmentation du volume de publicité, augmentation du nombre de pages. On a même atteint, juste dans les années... fin des années 70, début des années 80, une moyenne de 55 pages par jour, ce qui suppose des journaux, c'est grand format, ça, ce qui suppose des journaux de 80-84 pages presque toutes les semaines. Le quotidien se modernise, donc la majeure partie de son outillage est complètement renouvelée. La photographie prend une place de plus en plus importante. Les photographes sont spéciales. C'est une bande à part, les photographes. Je l'ai toujours aimé. Mais il y en avait un, il était encore là d'ailleurs, Michel Lafleur, il était spécial. Et je me souviendrai toujours, à ce moment-là, je commençais, alors j'étais au sport, alors ça faisait peut-être 1 an que j'étais là, et je couvrais les 67 d'Ottawa. Et c'était l'année après les frères Potvin. Je remonte loin, là. Les frères Potvin, c'était des gros stars, des gars de Vanier. Il était parti. Et cette année-là, il y avait seulement pratiquement des anglophones sur l'équipe, avec un coach qui s'appelait Léo Boivin, mais dont Ned Prescott, son nom, c'était vraiment Léo Boivin. Et vers la fin de la saison, ils ont fait monter un jeune qui s'appelait Grand Maître, et qui venait d'une famille de Grand Maître, Jean-Marc Grand Maître, je pense, qui venait d'une famille de Grand Maître de Vanier. Alors moi, je disais, wow, là, on a une histoire pour le droit, parce que dans ce temps-là, d'ailleurs, ce qui est le refond aujourd'hui, maintenant, on poussait beaucoup pour les francophones, peu importe où ils étaient. Et j'ai dit, Grand Maître va jouer. Alors, ça nous prend une photo. Et alors, mon Michel Lafleur, qui était un gars, ben, comme je dis, ils sont tous spéciaux, les photographes, mais lui, il était vraiment... il aimait pas ça, lui, prendre des photos de sport. Ça le fatiguait, il y avait d'autres choses à faire, je sais pas trop. Il y avait d'autres affectations aussi, mais de toute façon, il est arrivé à la 3e période. Ben, le jeune Grand Maître n'avait pas joué pendant... Il avait joué pendant 2 périodes, puis à la 3e période, je pense que le score était à peu près égal. Alors le coach a décidé, si je peux pas faire jouer Grand Maître, il n'est pas assez bon, il n'a pas assez d'expérience encore. Et alors, Lafleur arrive, mon photographe. Et puis là, je le voyais, il était derrière le banc des joueurs, puis il était choqué. Il avait pas l'air de bonne humeur. Il monte à la tribune de la presse. Puis il faut se souvenir, moi, j'étais un journaliste d'1 an à peu près, là, je suis jeune. Et il me dit, il joue pas. Ben, je dis, oui, il joue pas. Il a joué pendant 2 périodes, puis t'étais pas là. Moi, ouais, mais il joue pas. Il fallait mettre ça à la glace. Mais moi, il fallait mettre ça à la glace. Oui. Je dis, ben voyons donc. Je dis, écoute, je dis, au moins prendre une photo sur le banc. Alors, je le vois redescendre, puis il prend une photo sur le banc. J'ai dit, bon, on est correct. Tout à coup, au milieu de la 3e période, je le vois partir derrière le banc. Et puis là, je dis, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tape sur l'épaule du coach, pointe à Grand Maître, puis dit, mets ça à la glace. Puis vous savez quoi? Il l'a mis ça à la glace. Presse canadienne, la presse associée et l'agence France Presse comptent maintenant parmi les abonnés du journal Le Droit. En plus d'une station de radio et d'un hebdo qui se porte bien, l'Imprimerie du Droit, à cette époque, est l'une des plus grandes imprimeries commerciales au pays. Les années 60 ne sont pas aussi prospères. La majorité des lecteurs, c'est-à-dire 75 % d'entre eux, se retrouvent dans l'Outaouais québécois. Avec un pourcentage aussi élevé, on est en droit de se demander, après 50 ans d'existence, ce qu'il advient de la vocation initiale du droit: de défendre les droits des Franco-Ontariens. Oui, c'est un problème, mais c'est en même temps une belle opportunité. Le problème, bien sûr, c'est de s'assurer que les gens, les francophones de l'Est ontarien vont s'y retrouver, comme vont s'y retrouver les Québécois de l'Outaouais. Et ça, je dois vous dire que ce n'est pas facile. Ça aussi, c'est un perpétuel défi, un perpétuel recommencement, parce que la manchette qui touche davantage le Québec aujourd'hui est peut-être moins d'intérêt pour les Franco-Ontariens
Tout comme la nouvelle importante touchant le gouvernement ontarien sera peut-être moins pertinente pour notre marché du Québec. Et le dosage n'est pas facile et je dois vous dire que pour la Salle des nouvelles, c'est un défi constant et c'est un défi qu'on essaie de relever du mieux qu'on peut parce que si notre marché est homogène au point de vue de la langue, il ne l'est pas au point de vue des institutions. C'est le plus vieux débat au monde au droit. Parce que nécessairement, on parle ici de gens qui parlent la même langue, franco-ontarien et québécois, mais on parle quand même de deux cultures différentes et des préoccupations tout à fait différentes aussi. Et oui, je ne dirais pas que c'est problématique, mais c'est constamment une préoccupation parce que ça nous force à partager nos effectifs de la façon la plus équitable possible. On ne réussit pas toujours parfaitement. Certaines journées, vous allez voir beaucoup plus de nouvelles en provenance du Québec, d'autres journées, beaucoup plus de nouvelles en provenance de l'Ontario, toute proportion gardée. Le droit innove dans plusieurs domaines, entre autres en ce qui concerne les presses. Le quotidien sera un des premiers au Canada à publier sur presse offset. Naturellement, au point de vue technologique, on a passé par toutes sortes de phases parce que l'évolution technique, ça a été très rapide durant ces années-là. Moi, quand je suis rentrée au droit, les gars me disaient, je parle des gars parce que dans ce temps-là, les filles n'étaient pas très nombreuses. Regarde bien, Gisèle, parce que juste derrière moi, j'étais avec les gars des sports au pupitre, c'était l'atelier. Et puis, il y avait encore les fameuses petites lettres au plomb qu'on insérait dans des cadres de bois, comme à l'époque de Gutenberg, pour faire les pages et tout ça. Puis on me disait, regarde bien ça, parce que tu verras plus ça, ça s'en va, c'est une nouvelle technologie qui rentre. Puis on fondait le plomb même en arrière. L'arrivée des ordinateurs marque un air nouveau au journal. Puis ensuite de ça, on a connu toutes sortes de générations d'ordinateurs. Les premiers ordinateurs, je me rappelle, ça ressemblait à des gros congélateurs, tellement c'était immense. Il y en avait 2, 3. Et puis c'était aux ateliers. Puis c'était des choses auxquelles moi, je n'avais pas vraiment accès parce que j'étais journaliste et puis je faisais pas la mise en page. Je faisais la couverture et puis c'était les gens qui faisaient la mise en page qui allaient plus, disons, parler aux ateliers pour voir est-ce que les textes sont trop longs, est-ce que le lettrage, ça arrive et tout ça. Avec toute cette technologie, le tirage atteindra son sommet, avec 50 000 copies vendues. On était un des premiers journaux au Québec, sinon au Canada, pas au Québec, au Canada, à avoir le système e-text. C'était un système d'ordinateur qui avait été conçu spécialement pour un journal aux États-Unis. Et puis, bon, qui faisait qu'on avait les écrans cathodiques dans la salle des nouvelles au lieu des machines à écrire. On est passé des vieilles Underwood à l'écran cathodique parce que les journalistes qui avaient appris sur les manuels n'ont jamais pu fonctionner avec des machines électriques. Les innovations ne s'arrêtent pas là. Les Aublans, toujours propriétaires du journal, achètent 3 nouvelles presses et une antenne parabolique, équipement nécessaire pour demeurer à la hauteur de la compétition. Les années 80 marquent un ère de grands changements. D'abord, le journal change de propriétaire. Unimédia, sous la direction de Jacques Francoeur, fait l'acquisition du journal en 1983. Et c'est en 1987 que le quotidien tombe dans les mains de l'Empire Hollinger, dirigé par Conrad Black. Il n'y a pas eu tellement de changements dans le type de gestion ou dans la façon de voir les choses en passant des Aublans à Unimédia au tournant des années 80. Par ailleurs, l'arrivée de Hollinger dans le décor, lorsque le groupe de M. Conrad Black a fait l'acquisition de groupe, a pris le contrôle de groupe Unimédia, et lorsqu'ils sont devenus plus impliqués avec une nouvelle direction à Unimédia, avec M. Pierre Desmarais II, les choses, d'abord, ont changé parce que on a commencé à s'intéresser davantage à la rentabilité du journal. En 1988, le journal connaît un important conflit qui durera près de 3 mois et qui entraînera des changements majeurs. On passe du grand format au format tabloïd. On a donc dû laisser partir plus de 20 journalistes sur une équipe de 60. Un changement qui s'est avéré nécessaire, dit-on, pour l'évolution du journal. Le droit se devait de passer
par une profonde crise pour en ressortir sous un nouveau jour et également être ce qu'il est actuellement. Et je peux vous dire qu'il y a eu des visionnaires là-dedans. Des gens comme Gilbert Lacasse, auxquels j'ai succédé, ont été des visionnaires. Des gens comme Pierre Desmarais II, qui ont donné vraiment l'impulsion à tout ce mouvement-là, ont été également des visionnaires pour lesquels le droit doit être reconnaissant. Pour ceux qui ont fait la couverture, ça a été des changements bien difficiles à vivre, en tout cas, dans le cas de certaines personnes, surtout en 88, quand on est devenu format tabloïd. Et là, à ce moment-là, oui, le journal passait à l'électronique et tout était très bien. Et il est passé à l'électronique de façon plus avancée encore quand le droit est parti du 375 rideaux pour s'en aller sur la rue Clarence. Mais la couverture, elle, en a souffert, à mon avis. Parce que la plupart des journalistes avaient un secteur de spécialité, alors donc ils savaient très bien ce dont ils parlaient. Pourquoi ils ont été des visionnaires? C'est parce qu'ils ont innové. Et la grande innovation du droit, qui a mené là, à son installation ici sur la rue Clarence en 1990, ça a été de séparer la production du journal, c'est-à-dire l'impression du journal, de son édition et de sa production. Un journal, ça vit, ça change à toutes les semaines et à tous les mois. Et je pense que le souvenir que je vais garder du droit, c'est celui d'un journal qui sait changer très rapidement. À l'automne 89, le journal annonce la fermeture de ses ateliers de fabrication et son départ de la rue Rideau pour aller s'installer au 47 rue Clarence, au marché Baille. On fait place à une technologie de pointe qui en fera, à ce titre, le journal le plus moderne en Amérique du Nord. Le droit a été le premier journal au monde à être entièrement conçu sur ordinateur, en particulier à partir des technologies autour de Apple Macintosh, et qui ont permis, en fait, de révolutionner le journal, puis d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. L'Outaouais québécois accueille une partie importante des activités du droit. Le quotidien est maintenant imprimé chez Qualimax, propriété d'Unimédia, situé à Hull, et il établit son service de tirage à Gatineau. Le journal Le Droit a un passé chargé. Il a traversé des conflits, sans oublier des situations financières parfois difficiles. Mais le quotidien a toujours su se tirer d'affaire parce qu'on y tenait et on y tient encore. Avec plus de 80 années d'expérience, le droit est plus fort que jamais et est là pour rester. L'avenir est à ceux qui luttent.
Ça me manque encore. Ça a été parmi les plus belles années de ma vie. Et pour moi, le plus beau souvenir, c'est les liens d'amitié ou de fraternité qui existaient entre les employés et même la direction. Mais moi, qu'est-ce qui me frappe le plus quand je pense aux droits, aux 18 années que j'ai passées là, bien, ça a été extraordinaire. Tu sais, ça a été des très, très belles années. Mon meilleur souvenir, moi, c'est le quotidien, le droit d'aujourd'hui, parce que c'est un perpétuel recommencement. Ça fait 80 ans. On représente beaucoup de choses. On représente beaucoup de choses pour nos lecteurs franco-ontariens qui nous ont mis au monde. On représente beaucoup de choses pour nos lecteurs québécois qui sont en majorité aujourd'hui, mais pour qui on est le seul véhicule de nouvelles dans l'écrit dans la région francophone.